Grazie e benvenuti a questo secondo appuntamento del secondo ciclo seminari del progetto di ricerca di interesse nazionale che ha come titolo French Phenomenology Today, coordinato, lo ricordo, a livello nazionale dal professor Meazza, al quale partecipano oltre all'Università di Sassari, l'Università di Milano San Raffaele e Milano Bicocca. Ho ancora il piacere e l'onore di essere qui con il professor Curtin, che è tra la sua seconda relazione. Ricordo che se ci fossero domande sulla lezione tenuta ieri, sarà possibile rivolgere, io direi, alla fine della lezione di oggi. Quindi ringrazio ancora il professor Curtin per la generosità la quale ha predisposto anche il seminario di ieri e gli cedo subito la parola. Merci bien. Voilà. Donc effectivement, ma conférence d'aujourd'hui sera plus courte que celle d'hier, qui était un peu trop longue, et il sera toujours possible de revenir pour la discussion sur les questions qui avaient été laissées de côté hier. Donc je voudrais aujourd'hui prolonger un peu ce que je disais trop rapidement hier déjà concernant les Ragnis. Et en partant de la formule de Heidegger dans la conférence Temps et Être sur les Ragnis comme neutrale tantum. Donc, en même temps, je voudrais poursuivre mon examen donc de la question du don et de la donation chez Jean-Luc Marion, et sa lecture aussi vigilante que critique de Heidegger, en repartant de réflexions assez élémentaires, fondées principalement sur des textes que je dis exotériques, c'est-à-dire les textes publiés par Heidegger lui-même, en laissant de côté les écrits ésotériques, n'est-ce pas, qui ont été publiés de manière posthume, les deux volumes intitulés Das Ereignis, dont je crois d'ailleurs qu'il existe une traduction italienne, hein, sous le titre L'Evento, dû à Madame Giuseppina Strubiello, qui est professeure à Bari. Donc, je laisserai de côté ces textes les plus difficiles que Heidegger écrivait presque pour lui-même, en me réglant surtout sur les textes qu'il a lui-même publiés de son vivant. Et je partirai même du protocole d'un séminaire que Heidegger a tenu en Provence, au Thore, auprès du poète René Char, durant l'été 1969. Le texte qui me sert de point de départ est relativement problématique, car le protocole des séminaires, qui avait d'abord été rédigé en français par les participants, même si, naturellement, Heidegger revoyait le protocole des séminaires, ce séminaire donc a d'abord été publié en français en 1976, et c'est ensuite qu'une traduction, une rétroversion, si on peut dire, allemande, hein, a été publiée par Kurt Horvath à la demande de Heidegger, dans le tome 15 de la Gesamtausgabe Seminare. Mais on est dans la situation un peu particulière, hein, où le texte original, si je puis dire, est en français. Et la version allemande est une rétroversion, même si elle a été évidemment contrôlée par Heidegger. Alors pourquoi partir de ce séminaire du Thore? Parce que on y trouve formulé en toute clarté un énoncé qui m'a toujours intrigué, à savoir, alors en français, puisque la version originale est en français, avec les Ragnis, ce n'est plus grec du tout. Avec les Ragnis, ce n'est plus grec du tout. Dans la version allemande, ça devient évidemment mit dem Ereignis wird überhaupt nicht mehr griechisch gedacht.
Pourquoi s'étonner de cet énoncé, me demanderez-vous, peut-être? N'est-il pas tout à fait consonant avec ce que nous connaissons bien par ailleurs, à savoir la tentative heideggerienne de penser au-delà du grec, über das Griechische hinaus, ou encore la démarche consistant à faire un pas en arrière, Schritt zurück, pour accéder en amont de l'initiative grecque, c'est-à-dire en deçà de l'instauration de la métaphysique platonico-aristotélicienne, à un nouveau commencement. À cette question, on répondra oui et non. Oui, évidemment, si l'on considère que le propos ou le projet initial de Heidegger est bien celui du dépassement, Überwindung, de la métaphysique, pour mettre en lumière son impensé, la différence ontologique, la différence abyssale entre l'être et les temps. Et cependant, non, si l'on s'attache aux interprétations tardives des présocratiques proposées par Heidegger, à savoir Héraclite, Parménide, Anaximandre. Si l'on remarque en outre qu'un des fragments tardifs de Heidegger, quelques pages seulement, publié lui aussi dans le volume des Séminaires, portait précisément sur le cœur sans tremblement de la vérité bien persuasive, c'est-à-dire ce qui introduit le discours de la déesse dans le poème de Parménide. Cette déclaration, donc, avec l'Eragnis, ce n'est plus grec du tout, offre un autre motif de perplexité. En effet, cette déclaration entre également en résonance avec au moins deux autres démarches importantes et très différentes dans la pensée du siècle dernier, celle d'Emmanuel Lévinas, dès son premier essai, que j'évoquais hier, publié en 1935, intitulé De l'évasion, pour lequel Lévinas, en écho à Franz Rosenzweig, évoquait la rupture complète et déclarée avec Parménide et le propos, disait Lévinas, d'aller au-delà de l'être ou de sortir de l'être. Je cite ici un petit passage de Lévinas tiré de ce texte très important de l'évasion. C'est la fin de l'essai. Il s'agit de sortir de l'être par une nouvelle voie, au risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la sagesse des nations, semblent les plus évidentes. Fin de citation, tels sont les derniers mots donc de cet article de l'évasion. L'autre démarche que j'évoque rapidement et qui est encore très différente, l'autre démarche à laquelle je songe aussi est celle du grand médiéviste français, mais qui est en même temps un philosophe à part entière, à savoir Étienne Gilson, quand il essayait de définir, en référence à Maïmonide et en citant le Guide des égarés, ce qui n'est pas tout à fait insignifiant ou anecdotique, autrement dit encore en référence au texte de l'Exode 3.14, quand donc Gilson essaye de définir ce que lui, Gilson, nomme une première fois dans l'esprit de la philosophie médiévale, son ouvrage intitulé L'esprit de la philosophie médiévale, ce qu'il nomme une première fois la métaphysique de l'Exode. Telle quelle, la formule est éminemment discutable. Est-ce qu'on peut parler de métaphysique à propos de l'Exode? La formule est discutable et Gilson ne manquera pas lui-même de s'en aviser. Mais pourtant, il poursuivra dans ses dernières éditions de son grand livre consacré à Thomas d'Aquin, qui a été admirablement bien traduit en italien. Gilson donc poursuivra dans les dernières éditions de son grand livre consacré à Thomas d'Aquin l'approfondissement de, dit-il, ce problème inconnu des Grecs, à savoir ce que devient la question de l'être quand celle-ci est posée eu égard à un nom éminemment tautologique, au moins dans la version de la Vulgate, le nom ego sum qui sum, je suis celui qui suis ou je suis celui qui est,
Ou encore, selon une transcription hardie qu'en proposait saint Augustin, ce nom c'est il est, ou plus résolument encore, il est. Est, est. On pourrait mentionner aussi la conférence de Jacques Derrida en janvier 68, consacrée à la question de la différence avec un A, ou encore les derniers mots empruntés à l'Ulysse de Joyce dans la longue et précieuse recension que j'ai déjà évoquée hier, que Derrida a consacrée à Lévinas, Violence et métaphysique. En 1964, cet article, cette longue étude, se terminait, en effet, vous vous en souvenez, par Jew, oui, emprunté à l'Ulysse de Joyce, hein, Jew Greek, is Greek, Jew. Mais je reviens à Heidegger et au séminaire du Thor. L'énoncé qui me sert de point de départ est pris dans un contexte qu'il me faut rappeler brièvement. Avec les rainistes, ce n'est plus grec du tout. L'analyse qui précède en effet ma citation directrice est elle-même consacrée à la formule es gibt, littéralement, je l'ai rappelé hier, cela donne, être, et à la difficulté de rendre cette formule en français par le gallicisme il y a. Cette traduction évoquée et expressément récusée par Heidegger lui-même, comme on l'a vu déjà hier. La question du es gibt est introduite en référence à la conférence de 1962 dont j'ai parlé hier, Zeit und Sein, accompagnée du protocole du séminaire sur cette même conférence, qui date également de 62. Au tort, Heidegger retranscrit le es gibt sein au terme d'une très libre variation sur le fragment 6 du poème de Parménide, Esti Gareinai. Heidegger retranscrit le es gibt en Anwesen lassen. Anwesen lassen, et il souligne le lassen. Laisser être. Expression qu'il importe véritablement de bien accentuer, et on verra qu'en un sens, s'agissant de l'Erainis, peut-être que tout est question d'accent ou de ton, au sens musical du terme. Si donc l'on accentue, comme le suggère Heidegger dans cette étrange formule gréco-allemande, Esti Gareinai, transformée en Anwesen lassen, si on accentue le laisser lui-même, qui laisse se déployer l'entrée en présence, qui laisse se déployer l'Anwesen, on peut dire alors que, alors c'est une citation à nouveau du séminaire, que laissant ou délaissant l'entrée en présence, c'est-à-dire laissant l'être, cette accentuation, dit Heidegger, fait signe vers l'époquet de l'être. L'Anwesen lassen, quand on souligne le lassen, fait signe vers quelque chose comme l'époquet de l'être. On se trouve alors placé, précise encore Heidegger, devant l'être en tant qu'être. Et Heidegger souligne ici le als, le en tant que. Et non plus devant l'une des figures de sa destination, de son envoi destinal, de son Geschick. Disons plutôt une des figures de ce qui se rassemble en un envoi destinal. L'époquet de l'être, c'est sans doute aussi ce que Heidegger, dans le Nietzsche, nommait encore, par exemple, Seinsverlassenheit, l'abandon de l'être, dans le double sens du génitif objectif et subjectif, l'abandon au loin de l'être, laissé à son errance, ir. Nous sommes abandonnés de l'être. Nous sommes dans l'abandon de l'être, qui s'abandonne. Je reviens à mon propos et à cet autre énoncé du même séminaire du Thor. Avec les Ragnis, dit Heidegger, l'histoire de l'être est moins à son terme, à son achèvement, qu'elle n'apparaît comme histoire. C'est avec, alors je glose, c'est avec les Ragnis que, enfin, l'histoire de l'être apparaît dans toute son historicité.
Elle apparaît dans toute son historicité quand précisément l'être se retient dans une époquée. Certes, l'envoi destinal, l'envoi de la destination, du Geschick, cet envoi provient toujours de l'Ereignis, provient d'un co-appropriement, une co-appartenance, et au-delà d'une co-appartenance, d'un co-appropriement du Dasein et de l'être. Cet envoi provient de la mise en lumière au sein de l'éclaircie, de la Lichtung, du Dasein. Cet appropriement qui concerne en vérité non pas simplement l'être et l'être là, mais dans cet appropriement, ce qui se trouve concerné, c'est aussi le monde, la terre, la chose, les célestes. Et en un autre mot également énigmatique, le Geviert, la croisée des quatre. Alors, je ne vais pas développer le point aujourd'hui, mais il y a là un programme tout à fait important et intéressant, n'est-ce pas, qui consisterait à confronter ce que Jean-Luc Marion appelle la croisée de l'être, avec le jeu de mots que j'ai essayé de restituer hier, et ce que Heidegger appelle le Geviert. Alors, en français, on a traduit de toutes sortes de façons, mais je pense qu'une bonne façon de traduire, c'est de souligner précisément cette idée de croisée des quatre. Vierung, je l'avais développé dans un séminaire, peut-être, je crois que Giuseppe était présent. Vierung, qu'on retrouve dans le même contexte, heideggerien, n'est-ce pas? Vierung, ça signifie très précisément, dans l'espace des cathédrales gothiques, la croisée, le moment où se rejoignent en clé de voûte les différentes forces qui tiennent ensemble l'édifice. Donc le Geviert comme croisée des quatre, avec, à savoir, encore une fois, les célestes, les mortels, le ciel, la terre, le monde. Avec donc l'Eragnis qui ne fait pas époque, Heidegger ne propose donc pas un nouveau mot directeur, un de plus dans l'histoire de l'être. Comme si l'Eragnis était destiné à prendre le relais de idea, ousia, hypokeimenon, subjectum, representatio, etc., etc. Non, ce qui se donne à voir avec ce terme, sollicité ou accentué à neuf par Heidegger, parce que Ereignis, c'est un mot très courant dans la langue allemande, il suffit simplement un événement, dit Ereignis, c'est ce qui se passe, les événements. Donc, ce qui se donne à voir avec ce terme, sollicité et accentué à neuf par Heidegger, c'est plutôt quelque chose comme l'épocalité même de l'être. Dit autrement, on est renvoyé au Es-Gibt et à l'époquet. On se trouve ici confronté à la pure donation d'un donné qui ne donne que sa donation et qui, cependant, en un tel donné, se retire, se dissimule, se scelle. J'avais déjà cité le texte hier, Die Gabe des Gebens, das nur seine Gabe gibt, sich selbst jeder, in solchem Geben verbirgt und entzieht. Le don de se donner, qui ne donne que son don, ou sa donation, et qui, en même temps, se scelle et se retient dans un tel donné infinitif. La donation ou le don d'un donné qui, en se donnant et qui, en donnant sa donation, se retient, se soustrait, se dérobe ou se dissimule. Voilà peut-être comment il faudrait entendre l'époquet de l'être. Le donner, la donation, l'acte de donner ne donne qu'en se retirant de son don, qu'en se retirant de cela qui est donné, das Gegebene, ou die Gegebenheit dont on parlait hier. Et Heidegger poursuit,
Je cite l'allemand d'abord, mais je traduis tout de suite. Enfin, plutôt, je cite la traduction, la rétroversion, et après, je vous donnerai le texte français du protocole. Das Lassen ist dann das reine Geben, das selbst auf das Es, das gibt, zurückdeutet, das als Ereignis verstanden wird. Le français du protocole disait donc le laisser, lassen, est alors le pur donner, das reine Geben, qui lui-même renvoie au Es, au cela qui donne, lequel, le cela qui donne, doit être compris comme l'Ereignis. Soit encore la thèse que je reformule en parataxe, es gibt, es, toujours avec tratino, es gibt, es, das Ereignis. Le S du es gibt serait-il à entendre comme Ereignis? Es gibt, es, Ereignis. Première remarque ici qui a son importance, me semble-t-il, et qui complique un peu l'affirmation qui me sert de fil conducteur. Avec l'Ereignis, ce n'est plus grec du tout. À savoir que la formule das Anwesen, Anwesen, lassen, soulignant le lassen, c'est, vous vous en souvenez, une traduction ou une reformulation, une transformation, par Heidegger lui-même, du Estigar Einai de Parménide. Hein. L'Estigar Einai de Parménide devient das Anwesen, Anwesen lassen, en soulignant le lassen. Ce célèbre fragment, le fragment 6, qui, ajoute Heidegger, demeure impensé. Dit autrement, la reformulation du même fragment est comme une retranscription parataxique de cet autre fragment célèbre que Heidegger a longuement commenté, Kré, Tolegein, Tenoein, Theon, Emmenai. Il faut, il est d'usage, brauchen, c'est comme ça que Heidegger comprend le Kré, il faut, il est d'usage, Tolegein, Tenoein, le laisser être posé devant, c'est comme ça qu'Heidegger interprète le logos, vous vous en souvenez, hein? Il faut, il est d'usage, le laisser être posé devant, Noël, le prendre en garde. Deux points, Eon, Emmenai, étant, être. Et enfin, ultime transformation par Heidegger de la même séquence, participe infinitif, Eon, Emmenai, en cette tautologie, Eon, Eon, en accentuant différemment les temps. Je songe ici, mais nul n'est tenu de me suivre, hein, je songe ici aux extraordinaires formulations schellingiennes, quand Schelling parle de das Seiende Sein, das Seiende avec un tiret, das Seiende Sein. On est ainsi passé, sans coup férir, de la parataxe à la tautologie, Eon, Eon. Et c'est-à-dire qu'ici, au terme de ces reformulations en série, on accède progressivement à l'impensé du poème de Parménide. Est-ce que par là, on parvient, par un mouvement de retour amont, à ce qui sous-tend ou présuppose le fragment, à savoir quelque chose comme du non-grec au fond même du grec, du non-grec au fond du grec de Parménide, puisque ce fragment est toujours demeuré impensé. C'est peut-être ce que l'on peut entendre si l'on se reporte à un passage, sans doute au nombre des plus explicites, dans lequel Heidegger introduit et commente lui-même le terme Ereignis lors de la conférence qu'il prononce à Fribourg en 1957, où Heidegger disait ceci: le mot Ereignis est emprunté à la langue soutenue. Ereignis, avec le tiret, la décomposition du mot Ereignis, veut dire originellement Eugen, c'est-à-dire
prendre en vue, Augen, Auge, l'œil, le regard. Ereignis veut dire Eräugen, c'est-à-dire prendre en vue, faire venir à soi d'un coup d'œil, approprier, approprier. À présent, le mot Ereignis, alors fin de la citation, hein. À présent, le mot Ereignis, qui est ainsi pensé originellement, devient comme un terme directeur au service d'une pensée qui tente de garder mémoire de ce mot obscur de Parménide, to auto, le même, penser et être. Le même est penser et être. Le mot Ereignis, ajouté à Heidegger à ce moment-là, se laisse aussi peu traduire que le terme directeur en grec logos ou que le terme chinois Tao, la voix, comme on dit habituellement. Le mot est à présent utilisé, dit Heidegger, comme singulare tantum. Ce n'est plus du tout un terme courant, commun, propre à la langue soutenue. Le second point que je voudrais souligner, le premier, je vous le rappelle, donc s'interrogeait sur l'articulation de l'Ereignis et du Es gibt. Le second point que je voudrais souligner dans ce développement consacré à l'Ereignis dans le séminaire du Thor, ce second point concerne cette fois le rapport entre Ereignis et différence. Quel rapport l'Ereignis entretient-il encore avec la différence ontologique? Si on dit qu'avec l'Ereignis ce n'est plus grec du tout, alors apparemment l'Ereignis est étranger à la différence ontologique. Comment dire l'Ereignis? Est-ce que il est permis de dire que l'être serait le dernier, pas le dernier, que l'être serait le visage de l'Ereignis pour les Grecs? Est-ce qu'on peut dire enfin, c'est une formule de Heidegger, Sein ist durch das Ereignis ereignet. L'être advient à son propre grâce à l'appropriement. À cette dernière question, la réponse, me semble-t-il, est oui. Si Heidegger accepte cette dernière formule, il ne répond pas, par ailleurs, aux autres questions, mais donne une indication tout à fait importante, sur laquelle je m'appuie un instant. Toujours dans ce séminaire du Thor, l'un des bons chemins pour accéder à l'Ereignis, disait Heidegger, serait de porter le regard jusque dans l'essence du Gestell, le raisonnement, le dispositif, l'ensemble de la constellation du Stehlen, Bestehlen. Quel rapport demandera-t-on entre l'Ereignis et le Gestell? En renvoyant au principe d'identité, à son texte intitulé Le principe d'identité, Heidegger indiquait encore lors de ce même séminaire du Thor, le Gestell, le dispositif, comme l'unité qui rassemble tous les modes du Stehlen, du poser, du disposer, du commander, du réquisitionner. Le Gestell est ce qui vient achever et accomplir la métaphysique, mais il est en même temps quelque chose comme une préapparition découvrante, un Vorschein, préapparition de l'Ereignis. Et voilà, à nouveau, pour tenter d'illustrer ce propos assurément difficile, un autre énoncé énigmatique formulé par Heidegger, toujours dans le séminaire. Le négatif photographique, pour ainsi dire, de l'Ereignis, c'est le Gestell. Le négatif photographique de l'Ereignis, c'est le Gestell. Un négatif en photographie, aujourd'hui il n'y en a plus, mais bon, un négatif en photographie, c'est une pellicule argentique qui doit être plongée dans un bain révélateur pour faire apparaître, pour restituer les contrastes des noirs et des blancs de la prise de vue. Reste que l'on peut retenir en tout cas de cette image, de cette analogie,
qu'un accès possible à l'Ereignis, ce serait de parvenir à saisir, à appréhender la constellation présente du Gestell. Autrement dit, d'approcher, de comprendre ce qui arrive, ce qui nous arrive, ce qui s'annonce ou ce qui vient. Si du moins on sait manipuler le bain révélateur, un bon photographe. À l'arrière-plan de quoi on pourrait peut-être alors, mais alors seulement, tenter de dire et de penser l'Ereignis, tel qu'il ressort de ce processus chimique, n'est-ce pas, la plongée dans le bain révélateur. On trouvait déjà un développement parallèle dans la conférence de Brême, la troisième des conférences de Brême en 49, intitulée Die Gefahr, le péril ou le danger. Conférence que Heidegger avait laissée inédite dans le volume des essais et conférences des Vorträge und Aufsätze, ainsi que dans l'opuscule de 62, Die Frage nach der Technik und die Kehre, la question de la technique et le tournant. Je rappelle que l'ensemble extraordinairement unifié de ces 4 conférences de Brême en 49 a été regroupé sous le titre directeur Einblick in das was ist, coup d'œil dans ce qui est. Et ces conférences étaient Das Ding, Das Gestell, Die Gefahr, Die Kehre. Je reviens un instant au protocole du séminaire du Thor. On peut certes dire, comme nous l'avons vu, poursuit Heidegger, on peut certes dire Das Ereignis ereignet das Sein. L'appropriement approprie l'être. À condition, ajoutait-il, de remarquer que chez les Grecs, l'être n'est ni pensé ni mis en question en tant qu'être. Souligner encore le en tant que. Le retour au grec n'a de sens donc comme retour à l'être. Alors, non pas à l'être, tel qu'il est thématisé dans la métaphysique aristotélicienne, hein, to on et on, hein, mais précisément à l'être dans sa radicale différence de tout étant. Le pas en arrière, Schritt zurück, précise encore Heidegger, a pour but de rendre possible dans la méditation, dans la Besinnung, dans le recueil de la pensée sur elle-même, un regard anticipateur, un regard en avant, Einblick, ou Vorblick, Vorausblick, un regard en avant sur ce qui est, sur ce qui vient. Ce qui vient, ce qui s'annonce déjà très clairement en 1969, et dont aujourd'hui nous ne pouvons pas ne pas constater la venue ou le sinistre avènement, c'est bien le Gestell, thématisé dès 1949 à Brême. Heidegger poursuivait en effet, le pas en arrière signifie que la pensée se reprend afin d'apercevoir dans l'essence de la technique le signe annonciateur, la préapparition recouvrante, verdeckender Vorschein, la préapparition recouvrante de l'Ereignis lui-même. Sans doute, l'expression das Ereignis selbst, l'Ereignis lui-même, soulèverait une foule de questions que je laisse de côté ici. Est-ce qu'on peut parler de das Ereignis selbst? Non, sans doute, si on tient compte du fait que l'Ereignis ne saurait être appréhendé, pensé, approché que en tenant compte de ce qui constitue, si j'ose dire, son autre face, l'Enteignis, le dépropriement, la désappropriation. Mais je laisse ça de côté et gardons ici la formule das Ereignis selbst, même si elle est provisoire. Essayons maintenant de dégager, poursuivait Heidegger, cette préapparition, ce Vorschein de l'Ereignis, que je préfère toujours traduire par appropriation, appropriement que événement. Alors on peut dire événement approprié en français, on fait souvent cette traduction.
explicitante. Essayons maintenant de dégager cette préapparition de l'Eragnis sous le voile du Gestell. Programmé à Heidegger. Je ne suis pas ici son développement, je renvoie simplement aux 2 ou 3 pages qui suivent, où Heidegger reprend des développements bien connus par ailleurs, n'est-ce pas, sur le passage de la présence, de l'Anwesen, au Gegenstand, l'objet, du Gegenstand au Bestand, le fond, la réserve, l'équipement, le stock exploitable. Passage à la consommation planétaire, à l'usure, à la remplaçabilité, Ersetzbarkeit, à l'exploitation, consommation qui s'impose à tous les peuples mondialisés, à la dévastation de la terre, à la temporalité comprise comme actualité, présentisme, etc. Ce développement heideggerien est bien connu. Ce que je retiens simplement de ce développement, c'est ceci. Citation, l'affaire en question, l'affaire en question, c'est que l'homme moderne se trouve désormais dans un rapport fondamentalement nouveau à l'être et qu'il n'en sait rien. Souligner et qu'il n'en sait rien. D'où la nécessité d'un Einblick in das Was ist. Ce rapport nouveau à l'être, c'est celui du Gestell, qui peut être entendu aussi comme préapparition découvrante de l'Eragnis. On pourrait peut-être risquer ici trop laconiquement ceci, donc, ce que dit l'Eragnis, ce vers quoi il fait signe, c'est précisément tout ce qui concerne le rapport, Bezug, ou mieux encore Verhältnis, ou mieux encore selon une formulation de Heidegger dans Unterweg zur Sprache, das Verhältnis der Verhältnisse, le rapport qui tient ensemble et rassemble tous les rapports, ce que Heidegger appelle aussi la dimension, ou la constellation, ce sont encore des mots heideggeriens, au sein de laquelle tous les rapports déploient leur essence en se répondant, et au sein de laquelle, de manière éminente, le monde peut ou non s'offrir comme monde, die Welt, Weltet, où la chose peut ou non remplir sa fonction de chose, das Dingen der Dinge, c'est-à-dire sa fonction d'offrande, quasi eucharistique, si on veut, comme le laisse peut-être penser la toute fin de la conférence Das Ding. J'en reviens d'abord, c'est mon deuxième point, j'en reviens d'abord un instant à la différence. Si l'Eragnis n'est rien de grec, si l'on ne peut parvenir à dire et à penser l'Eragnis avec les concepts ontologiques traditionnels, et pas non plus avec l'histoire de l'être, c'est également, dit Heidegger, c'est également que avec l'Eragnis, la différence ontologique disparaît. Avec l'Eragnis, la différence ontologique disparaît. Et Heidegger d'ajouter dans une formule, dans une interprétation, dans une auto-interprétation critique ou négative, ce qui lui arrive rarement, autocritique, Heidegger d'ajouter, donc, aussi faudrait-il voir de façon anticipée la continuelle référence à la différence ontologique de 1927 à 1937, c'est-à-dire à l'époque des Beiträge zur Philosophie, faudrait-il voir cette continuelle référence comme une impasse nécessaire. La rétroversion allemande disait comme un notwendiger Holzweg, un chemin forestier qui se perd et s'arrête dans la forêt, ce qui n'est pas tout à fait une impasse, mais laissons cela de côté. La difficulté est là, me semble-t-il, assez considérable, car Heidegger ne cessera pourtant de retraduire ou de reformuler ou de retranscrire au plan de l'Eragnis ou dans la dimension qu'est l'Eragnis, la différence en termes grecs.
je me répète et je résume, hein. Avec les Rainis, la différence ontologique disparaît, mais en même temps, Heidegger va remobiliser un autre sens, une autre acception de différence pour tenter d'expliciter la dimension qu'est les Rainis. J'essaye à l'instant d'éclaircir, d'expliciter ce terme de dimension en suivant une indication donnée par Heidegger, une indication précieuse donnée par Heidegger à son traducteur français, un très bon traducteur français, André Préau, le traducteur d'Identité et différence et des essais et conférences. Indication donnée par Heidegger à Préau, donc, à propos du texte Identité et différence. Donc, je cite la note, donc vous ne pouvez pas avoir dans votre édition, dans vos éditions italiennes, ni dans la Gesamtausgabe. Unterschied, avec un tiret, Unterschied, Heidegger, est construit sur Unterschied, différence. Et il ajoute la différence de l'être et de l'étant naît de la dimension, dimensio. Fin de citation. En effet, il ne suffit pas pour s'affranchir de la différence ontologique qui porte toute l'histoire de la métaphysique, sans que jamais celle-ci, la différence, n'ait été thématisée comme telle dans l'histoire de la métaphysique. Il ne suffit pas d'abandonner l'expression empruntée aux langues romanes, Differenz, c'est-à-dire de renoncer à ce Fremdwort en allemand, différence, pour explorer les ressources sémantiques de l'Unterschied, avec un tiret. L'Unterschied n'est ni une distinction ni une relation. C'est tout au plus une dimension, alors cette fois c'est du Heidegger, une dimension pour le monde et pour la chose. Et Heidegger précise encore, à l'adresse de son traducteur Préau, alors dimension ne désigne plus un district subsistant par soi, où telle chose pourrait trouver sa place. L'Unterschied est la dimension, pour autant que, mesurant le monde et la chose, il donne la mesure qui leur revient au monde et à la chose, hein, il donne la mesure qui leur revient dans leur être propre. C'est par là qu'il tient le monde et la chose écartés l'un de l'autre, disjoints, mais ainsi rapportés l'un à l'autre. Disjonction et Verhältnis. Verhältnis, rapport de tous les rapports. En bref et en simplifiant à outrance, on pourrait dire que l'Unterschied, avec un tiret, c'est la dimension qui adjointe monde et chose. Ici, manifestement, Heidegger multiplie les formulations pour tenter de repenser au plan de l'Erasmus ce qu'il avait commencé d'exprimer précédemment au titre de la différence ontologique. C'est ainsi que dans le cours sur Nietzsche, par exemple, il notait, ce qui peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire et ce qu'on vient de voir à l'instant, mais qui témoigne plutôt de la difficulté de la question et du soin apporté à la langue par Heidegger. Dans le Nietzsche, on lisait « La différence, Unterschied, cette fois sans tiret, est mieux nommée par le terme Differenz, donc le Fremdwort, par lequel on voit que l'être et l'étant sont de quelque manière auseinandergetragen, disjoints, séparés, geschieden, et pourtant référés l'un à l'autre, aufeinander bezogen, et cela de par eux-mêmes, et non pas en vertu d'un acte, entre guillemets, qui les distinguerait, non pas en vertu d'une différenciation. La différenciation, Unterscheidung, en tant que différence, veut dire que demeure un accord permanent, Austrag, entre l'être et l'étant. Austrag. Heidegger vient ici de, si j'ose dire, de trouver le mot, mais ce mot est fondamentalement polysémique. C'est pas le mot de l'énigme. Austrag, qui vient, comme vous le savez, comme le savent les germanistes, du verbe austragen,
On a vu il y a un instant auseinandergetragen. Ce verbe austragen, ça signifie en effet, dans son acception la plus courante, porter, livrer, délivrer, distribuer, par exemple des lettres ou des journaux. Le terme signifie aussi austragen, régler un différend avec un D, un litige, une querelle, un conflit, et du même coup concilier et réconcilier. Il peut encore signifier, austragen, ça peut signifier encore porter à maturité, porter jusqu'au bout, aus, porter à maturité, voire même mettre au monde, accoucher, accorder, concilier, réconcilier. On n'oubliera pas qu'un des noms de l'être, pour Heidegger, est aussi das Streitige, le litigieux, der Streit, le conflit. Pour expliciter l'Austrag, Heidegger emprunte ici, provisoirement en tout cas, un concept hegelien. Il parle alors de Versöhnung des Streites, réconciliation qui permet d'apaiser un conflit. En marge du texte que je viens de citer, Heidegger ajoute, c'est un ajout marginal, pour moi tout à fait capital, il ajoute Austrag-diaphora, le mot grec pour la différence. Dia, verein, diaphora. On retrouve un mot grec, et pas n'importe quel mot grec, celui qui précisément reçoit une fonction décisive dans la lecture heideggerienne d'Héraclite. La diaphora, c'est ce qui accorde, ce qui réconcilie en transportant, en appropriant et en désappropriant. Je me permets ici de citer donc un texte posthume. J'avais dit que je m'en tiendrais au texte publié, mais je cite ici un texte posthume, Über den Anfang, qui date de 1940. La section 6, Ontologische Differenz und Unterschied. La différence ontologique et la différence. Le texte est clair et élucide ce trait grec et non grec, où Heidegger dit « Si pourtant l'être n'est jamais un étant, et si cependant et uniquement l'être est, selon une tournure istet, c'est-à-dire selon une tournure du vieil hôte allemand emprunté à Maître Eckhart, alors la différenciation en tant que déploiement essentiel, en tant que Wesung des Seins, déploiement essentiel de l'être avec un Y, a en soi sa propre nécessité. N, diaphéron et auto, l'un différent de lui-même, de manière tout à fait indépendante de la question de savoir si le pensée humain trouve expressément une occasion ou un motif de méditer qu'il faut, brauchen, qu'il faut cette distinction et qu'elle est d'usage. Voilà, curieusement, vient à la rescousse pour penser au-delà de la différence ontologique, qui était une impasse, ou un Holzweg, voilà que vient à la rescousse pour penser cette différence ontologique, l'en, diaphéron et auto héraclitéen. Cette n, diaphéron et auto qu'avait relevé Platon, c'est par Platon que nous le connaissons, cette n, diaphéron et auto, l'indifférent de lui-même, qui devient aussi un motto hölderlinien dans le roman Hyperion. L'Austrag, comme diaphora, et le crée, il faut, il est d'usage, le Parménide et Anaximandre. Étrange dépassement du grec, donc, dans la dimension ou la constellation de l'Eragnis, ou dans cette constellation qu'est l'Eragnis. Faudrait-il donc entendre la proposition avec l'Eragnis, ce n'est plus grec du tout, en un sens, disons, restreint, avec l'Eragnis, ce n'est plus grec au sens du grec de Platon ou d'Aristote. Non, je ne pense pas qu'on puisse s'en tenir à cette restriction.
Tout au plus faut-il dire que la démarche qui tente à remonter en deçà de l'instauration grecque, c'est-à-dire aussi bien en deçà de l'instauration métaphysico-occidentale, qui s'achève dans le règne de la technique et dans l'empire du Gestell et de l'arraisonnement de tout étant, qui devient un simple élément, une pièce interchangeable, un item, comme on dit, un stuc, que cette démarche doit bien en passer par une lecture et une interprétation violente et qui n'hésite pas à solliciter la lettre des Grecs, d'avant Socrate, pour réinvestir ensuite des mots non marqués cette fois dans la tradition philosophique, par exemple les termes Austrag, Fuge, Psychen. Il faut peut-être en passer donc par ce démembrement parataxique des fragments d'Héraclite, du poème de Parménide ou de la parole du Sprour d'Anaximandre, pour tenter d'accéder enfin, au risque de toutes les mécompréhensions, à une tentative de penser selon un tout autre jeu de langage, ce que semble indiquer Heidegger à la fin de la conférence de 1962, Temps et être, puisqu'il notait: si un tel surmontement, celui de la métaphysique, demeure nécessaire, alors il regarde la pensée qui, en propre, s'engage dans les Ereignis. Ce dépassement donc regarde la pensée qui, en propre, s'engage dans les Ereignis, afin, depuis lui-même et en direction de lui-même, Ereignis, de le dire. Il vaut la peine de surmonter les obstacles qui rendent facilement insuffisant un tel dire, poursuivait-il, avant de conclure. Un obstacle de ce genre demeure également de dire l'Ereignis sur le mode d'une conférence, puisque cette conférence n'a parlé qu'en énoncé propositionnel. Voilà comment dire, le point d'achoppement. Comment dire l'Ereignis, comment le dire depuis lui-même et en direction de lui-même, sans donner une conférence, sans travailler à partir d'énoncés propositionnels, c'est-à-dire dans le cadre du logos apophantikos, qui legaiti katatinos, qui dit quelque chose de quelque chose. C'est un autre mode de dire, de diction, qu'il importe ici de découvrir, d'inventer, d'envisager. Cet autre mode de diction que j'évoquais hier, après Jean-Luc Marion, en particulier dans son livre L'idole et la distance, et Dieu sans lettres, cet autre mode de diction que pourrait être, par exemple, la louange, la odesse, l'hymne, la prière. Comment échapper aux énoncés propositionnels? Comment sortir du logos comme logos apophantikos? Alors c'est pas en usant de quelque chose qui ressemblerait à la dialectique hegelienne. Il faut s'engager dans une autre logique, celle des noms ou de la polyonymie, sans jamais espérer pouvoir trouver le dernier mot, le mot de l'énigme, pas même ce mot d'Eragnis. Omni nominabile, innominabile, disait Descartes, susceptible de recevoir tous les noms, impossible à nommer. Omni nominabile, innominabile, disait Descartes, selon la tradition apophatique, du premier ou du principe. Et Derrida, dans sa conférence de Jérusalem, en référence à Heidegger, conférence présentée en 86, je l'ai évoqué hier, demandait comment ne pas parler. Cette conférence est une pièce du débat Marion Derrida, je l'ai évoqué hier, dans laquelle Derrida envisageait
la possibilité, voire la difficulté d'éviter quelque chose comme une théologie négative. Ce que Marion récusait, même si, mais je ne développe pas le point, même s'il est arrivé à Jean-Luc Marion dans ses travaux précédents de parler de phénoménologie négative. Qu'est-ce que ce serait qu'une phénoménologie négative? C'est là un oxymore très, très compliqué. Je ferme ma parenthèse. En vérité, Heidegger aura choisi et n'aura pas choisi la voie de l'apophase, la voie apophatique, mais plutôt, on en a déjà parlé, celle de la tautologie. Non pas la tautologie qui dit simplement le même du même, mais cette tautologie qui, à travers ce que Maître Eckhart, encore lui, nommait à propos de l'ego sum qui sum d'Exode 3.14, dans son commentaire de Meister Eckhart absolument magnifique d'Exode, ce que Eckhart nommait à propos donc de l'ego sum qui sum, la reduplicatio, ou la réplicatio, ou même plus simplement encore en latin, le plica. Reduplicatio, réplicatio, plica. Donc certainement le Zwiefalt heideggerien est un écho. Cette tautologie singulière donc qui permet justement d'expliciter ce qui se montre ou sans doute mieux ne se montre pas dans son déploiement essentiel. Le point a été très précisément souligné par Heidegger à nouveau dans un séminaire, le dernier cette fois, celui de Zeringen en 1973, au titre de ce qu'il nommait alors la pensée tautologique. Celle-ci précisait-il encore de manière bien difficile à entendre, la pensée tautologique est le sens originaire de la phénoménologie. Phénoménologie négative, pensée tautologique, sens originaire de la phénoménologie, on a là évidemment un complexe de questions extraordinairement difficiles. Cette phénoménologie, dont la pensée tautologique serait le sens originaire, donc, est également définie, vous vous en souvenez, comme une phénoménologie de l'inapparent, unscheinbaren. Unscheinbares, en allemand, ça signifie également l'insignifiant, le moindre, les choses de peu de considération. L'unscheinbares alles unscheinbaren, l'inapparent de tout inapparent, ça renvoie à nouveau, au grec, harmonia aphanes. Cette harmonie la plus inapparente, c'est-à-dire l'ajointement grâce auquel le dévoilement et le voilement, tournés l'un vers l'autre, s'assemblent. Explicitation de ce terme de Ereignis, sans doute. C'est ce même inapparaître, harmonia aphanes, c'est ce même inapparaître qui fait don du paraître à tout ce qui apparaît, qui octroie à chaque apparent le paraître, la parution, soit encore dans les termes même de Heidegger cette fois, le jointoiement, fougue, grâce auquel le désocculté ou le désabrité et l'occulté ou l'abrité, tournés l'un vers l'autre, s'ajointent l'un dans l'autre, in einander fügen. Innombrables sont les tautologies dans le corpus heideggerien, depuis le premier cours Die Welt weltet jusqu'à Die Sprache spricht, dans Unterweg zur Sprache, en passant par Der Raum räumt, das Ding dingt, der Ruf, etc., jusqu'à Das Ereignis, Ereignis. Toute la question est alors de savoir si Das Ereignis, Ereignis est une tautologie comme les autres, ou bien plutôt le principe même, disons, la matrice de toute pensée tautologique. La tautologie dit le même, mais à propos de ce même, Heidegger note dans ses essais et conférences
Passage bien connu, n'est-ce pas? Le même et l'égal ne se recouvrent pas plus que le même et l'uniformité vide du pur et simple identique. L'égal s'attache toujours à ce qui est sans différence, l'indifférent, afin que tout s'accorde avec lui. Le même, dasselbe, au contraire, c'est l'appartenance mutuelle du différent à partir du rassemblement qui opère à travers ce qui est différent. On peut dire le même quand la différence est pensée, et il terminait, c'est la conciliation austrake des choses différentes que l'être rassemblant du même vient en pleine lumière. Le même rassemble le différent dans une unité originelle. Si, comme l'affirmait Heidegger, donc c'était mon point de départ, avec les Leibniz, ce n'est plus vrai du tout, c'est peut-être que les Leibniz est à entendre non plus simplement comme diaphora, mais comme diastéma. Diastéma, ça veut dire distance aussi en grec. Hein. Ce diastéma qui sous-tend le jeu du monde, du monde comme il va. Einblick in das was ist, encore une fois. Rien de plus difficile à voir, assurément, que cela qui n'est pas une chose, qui n'est pas un étant, qui n'est pas, mais qui fait jouer et tenir ensemble, chose et monde, dans une ouverture, une éclaircie où le Dasein trouve assigné son Da, son là. Ainsi, das Ereignis Ereignet, loin d'être la tautologie par excellence, la tautologie des tautologies, devrait être plutôt pensé en termes de structure portante ou de dimension qui adjointe, die fügende Dimension, qui adjointe les différentes instances qui ne se distinguent ou ne s'opposent qu'en se rapportant les unes aux autres au sein d'un même Verhältnis, d'un même rapport, d'une tenue ou d'un entretien au sens de ce qui rassemble et ce qui retient. Ainsi interprété, les Leibniz pourraient s'entendre aussi comme constellation, nous l'avons vu hier, comme cette configuration qui est la constellation de l'être, biffée ou non en croix de Saint-André, la constellation des Seins, dit bien Heidegger, hein, dans laquelle aujourd'hui, sous l'égide de la domination du Gestell, le monde se refuse et la chose cesse d'être prise en garde. C'est là comme le revers de la médaille, si j'ose dire, de l'Ereignis. C'est là la figure omniprésente de l'Enteignis, dont l'autre nom est peut-être l'été, le voilement, la dépropriation, la désappropriation, la déshumanisation de l'essence de l'homme, devenu un simple Stück, un simple morceau, comme dans le système concentrationnaire nazi, et tout uniment comme la dépropriation de la garde de la vérité. À la fin de la conférence d'Ikere, le tournant, Heidegger demandait: le Dieu vit-il ou reste-t-il mort? Avant de répondre, à la mesure de l'Ereignis, n'en décide ni la religiosité des hommes, ni encore moins les aspirations théologiques de la philosophie et des sciences de la nature. Si Dieu est Dieu, il advient en son propre, et regnet sich, à partir de la constellation de l'être et à l'intérieur de celle-ci. Fin de citation. Autrement dit, cela signifie qu'aujourd'hui, ce Dieu n'advient pas au point même que son absence ou son défaut a cessé de nous inquiéter ou de signer notre détresse, Notwendigkeit, disait Heidegger. Nous qui faisons l'expérience ou l'épreuve du défaut du Dieu et des noms divins, cette expérience dramatiquement chantée par Hölderlin dans l'élégie Brot und Wein, pain et vin. Soit à dire encore, et je termine, soit à dire encore cette fois sur le versant positif du négatif photographique, vous vous souvenez de l'image, sur le versant positif donc du négatif photographique, que l'Ereignis peut s'entendre aussi comme cette dimension
au sein de laquelle se joue le jeu du monde, le Spiegelspiel, le jeu de miroir du monde, c'est un mot emprunté par Heidegger à Rilke. Dans ce miroir du monde, où se trouvent adjointés et où se répondent choses et mondes, mortels et immortels, dans un cadre ou une quadrature qui est proprement tenue par une Vierung, une croisée, au sens précis où en architecture on parle de croisée d'ogive, caractéristique de l'espace lumineux et diaphane des cathédrales gothiques. Cette croisée, différente de la croisée de lettres chez Marion, j'en parlais hier. L'Eragnis occuperait-il ainsi le lieu singulier de la Vierung, de la croisée? Si tel est le cas, reste encore un contresens à éviter, contre lequel Heidegger met en garde à plusieurs reprises, dans des notes marginales portées au texte de la conférence d'Igefar, le danger, le péril. En effet, la croisée d'ogive n'est pas simplement en surplomb, comme le fait de la nef, c'est elle qui tient ensemble les voûtes, qui distribue et qui répartit les forces sur les piliers ou les arcs-boutants. Elle ne tient, elle n'opère, la croisée d'ogive, qu'à travers l'espace sacré, dont elle assure quelque chose comme l'espacement, le diastéma. Cet espacement, c'est précisément le lieu de l'entre-appartenance, et d'abord celle de l'être, barré ou non, et du Dasein. L'entre-appartenance définit la constellation de l'Eragnis. Un autre nom de cet espacement, de ce diastéma, c'est le Welten, le déploiement en monde. Ainsi, il serait peut-être permis de dire que c'est le Welten der Welt, le déploiement en monde du monde, en tant que Geviert, qui est l'Eragnis. Le monde est l'unique quadrité de la terre et du ciel, des divins et des mortels. Le jeu en miroir de la croisée garde tout ce qui, à la faveur de la chose déployant son essence de chose, entre les quatre, vient en présence et en absence, dans cette unitotalité de sa présence. C'est ici un défi majeur à la traduction, tout comme l'est cet autre passage de Besinnung, méditation, sur lequel je vais conclure, je traduis tant bien que mal le texte très difficile de Gesinnung, c'est au tome 66, page 84 de la Gesamtausgabe. L'être, dit Heidegger, ce sera donc ma conclusion, l'être, Sein avec un Y, déploie son essence comme la conciliation, Austrag, de la confrontation, Entgegnung, et du conflit, Streit, et cela en même temps sur le mode de l'advenir en propre, du Da, du là, en tant que le fondement de la Lichtung, de l'éclaircie qui règne dans l'Eragnis. Je relis, l'être déploie son essence comme la conciliation de la confrontation et du conflit, et cela en même temps sur le mode de l'advenir en propre du là, en tant que le fondement de l'éclaircie qui règne dans l'Eragnis. Et dernier paragraphe, l'Austrag porte en l'éclaircie la confrontation, s'éclaircissant ainsi elle-même, et les instances confrontées qui en résultent, divinité et humanité, en même temps et dans le croisement, la Kreuzung de cette confrontation, le conflit qui s'ouvre lui-même ainsi que l'ouvert qui est le sien, terre et monde, en leur déploiement essentiel, ce qui veut dire dans l'élan qui les précipite, Zuragen, dans ce fond abyssal, Abgrund, en lequel l'être advient en propre. Et enfin, la conclusion, l'Austrag et Ereignis, la conciliation et Ereignis, événement appropriant, appropriation. Je vous remercie.